Je vois vraiment l'accouchement comme une occasion de se connaître mieux, d'être dans une initiation. Et en fait, l'intensité des contractions nous permet d'aller toucher du doigt quelque chose de très haut, de très inconnu, de plonger dans l'inconnu, de plonger dans ses peurs. Est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais réussir à accoucher comme ça, là, maintenant, à m'ouvrir physiquement, psychiquement, émotionnellement? Voilà, ça fait traverser plein de choses. Et une fois que la femme a réussi à le vivre, mais elle se sent juste ultra puissante, incroyable. Et c'est juste magnifique. Et quand on parle d'accouchement, la plupart des gens voient l'accouchement sur le dos. C'est ce qu'on a dans les films, c'est ce qu'on voit un peu partout. Donc dans notre inconscient collectif, c'est ça. Et comme tu disais, l'inconscient collectif, c'est aussi la douleur, quelque chose d'horrible, de la souffrance. Alors qu'il y a d'autres options, d'autres façons de vivre cette étape-là. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Bonjour Alexandra. Bonjour Liron. Je suis vraiment ravi d'enfin pouvoir discuter avec toi. Je suis très content parce que ça fait un petit moment, comme je te l'ai dit en off, que je voulais traiter de ce sujet et que je pensais à toi pour réaliser cet épisode. Juste avant de démarrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste donner un peu de contexte pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc toi, tu as la particularité d'avoir accompagné des femmes le souhaitant à accoucher à domicile de façon naturelle. Tu as également réalisé des suivis et des accompagnements globaux pré, pendant et post-grossesse. Et mon but avec toi aujourd'hui, c'est un peu de comprendre tout ça et plus particulièrement l'accouchement à domicile vs l'accouchement à l'hôpital. Je trouve que ça s'intègre parfaitement à l'émission Génération 120 ans parce que l'accouchement, c'est un moment qui est ultra important et marquant et que j'ai l'impression, tu vas me corriger si je me trompe, que c'est souvent vécu comme un moment de souffrance et j'imagine aussi que selon le contexte et l'environnement, le moment va être plus ou moins traumatisant, autant pour la mère, le père aussi peut-être qui est présent, mais également pour le nouveau-né. Et donc au moment où j'enregistre cet épisode, je n'ai pas du tout d'expérience dans ce domaine-là, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de mieux comprendre tout ça, de voir les alternatives possibles, de comprendre les différences, les avantages et inconvénients d'accoucher à domicile, ou en tout cas hors de l'hôpital, comprendre un peu ce monde au final, tout ce qui l'entoure, parce qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure, c'est un monde qui est assez vaste et il y a énormément de choses. Et puis, pourquoi pas pouvoir donner de nouvelles pistes à explorer pour les couples et plus particulièrement les femmes enceintes ou en devenir qui voudraient voir d'autres alternatives. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandra? Sacré beau programme. Sacré beau programme. Non, en tout cas, merci de m'accueillir ici et de pouvoir me donner cette chance de te parler, de faire cet épisode-là. Avec joie. Est-ce que, pour commencer, tu peux donner un peu plus de détails te concernant, ton parcours, ce que tu es en train de faire actuellement, ou en tout cas, ce que tu as fait? Donc j'ai fait des études de médecine pour être sage-femme et puis directement après mon diplôme, je me suis installée en libéral pour pouvoir accompagner les naissances à domicile pour les couples qui le souhaitent.
Donc pendant plusieurs années, j'ai accompagné des couples dans ce projet avec une approche globale, de pouvoir être là en préconceptionnel, dans le suivi gynécologique de prévention, être là pour durant la grossesse, dans le suivi médical et le suivi aussi émotionnel, corporel, et être là pendant la naissance, et en postpartum, accompagner tout l'après, le mois d'or, accompagner l'allaitement ou le biberon, et puis la femme après retrouver le suivi gynéco aussi. Voilà. Et aujourd'hui, en transformation, en transition, avec plein de projets en devenir, avec le concept naissance slow. Ok, naissance slow, c'est un magnifique concept qu'on va pouvoir aussi aborder tout à l'heure. Pourquoi tu fais tout ce que tu fais et enfin pourquoi ça te touche particulièrement à cœur tout ça et surtout voilà cet accompagnement ou l'accouchement de façon naturelle ou à domicile avec les femmes? Déjà, durant mes études, j'avais une idée de la naissance de quelque chose de très calme, posé, voire même sacré, où il y a une ambiance tamisée avec beaucoup d'amour, où la sage-femme est juste à côté pour soutenir le processus qui est en train de se faire et la femme est au centre. C'est elle l'actrice principale avec le bébé. Et puis ça se fait, et puis c'est naturel. Depuis que le monde est monde, les femmes donnent naissance, voilà, a priori à la maison, enfin, voilà. Mais t'avais cette image-là. J'avais cette image-là. Depuis que t'es toute jeune. Voilà, alors que pourtant dans ma famille, personne n'est dans la santé. J'ai voulu faire des études de sage-femme, mais finalement sans trop connaître le métier, c'était vraiment une volonté d'être avec les femmes et les enfants. Et puis, en entrant à l'hôpital, je me suis rendu compte avec tous les protocoles, avec les études, que c'est pas vraiment ça. L'hôpital est plutôt une entreprise et on est formaté à la peur. Donc que l'accouchement, que la femme est un facteur de risque en fait. La femme est un facteur de risque, voilà. C'est-à-dire c'est comme si dès qu'on voyait une femme, on avait tout de suite à côté elle a risque selon son profil, tac d'hypertension ou tac de diabète ou tac de ça. Et donc du coup on va prévenir les risques. Alors c'est super dans les pays développés. Là on a l'occasion de pouvoir avoir un suivi médical de qualité très pointu qui permet de prévenir les risques. Sauf que on va aussi à trop surveiller, à trop chercher, à trop médicaliser, on est vraiment en train de vouloir contrôler l'accouchement pour plus de sécurité, mais du coup on empêche aussi la physiologie de se faire naturellement. Ok. Donc le corps il sait faire, il sait donner naissance, la femme elle sait faire, elle est codée génétiquement pour ça, et le bébé sait se donner naissance. Lui aussi il est actif à ce moment-là et on l'oublie souvent. Oui. Donc on a toutes les hormones en place et c'est plutôt, dans ma compréhension aujourd'hui, voir comment on peut soutenir le processus naturel, physiologique, pour que les choses se fassent naturellement. Avec un backup médical qui nous permet en effet d'observer si jamais il y a une pathologie qui intervient, s'il y a un facteur de risque. Ok. Ouais, parce que là, c'est totalement l'opposé de la vision que j'ai de l'accouchement, en tout cas de ce que j'entends autour de moi. Des discussions du peu de discussions, j'en ai pas eu non plus beaucoup de tout ça, que c'est un moment assez stressant, un moment difficile, un moment de douleur, un moment où j'ai plus envie de refaire ça. C'est marrant justement le contraste de toi, ta vision de comment sont les choses et de comment elles sont vraiment actuellement. Mais comment on est passé... ça se fait depuis quand? Je sais pas si tu as des dates peut-être sur l'accouchement à l'hôpital, parce qu'avant, j'imagine, on accouchait de façon naturelle, non? Et qu'est-ce qui a fait que d'un coup on est passé en mode on accouche à l'hôpital ou dans des structures médicales? Il y a un super livre qui explique justement ces transitions. Alors, j'ai pas le titre exact, mais c'est Sage-femme, sorcière, infirmière. Ok. Et justement, là, elle a les dates précises que j'ai plus forcément en tête, mais en gros, autour des années 50, pour amener les femmes de la campagne à la ville, pour l'accouchement, pour soi-disant plus de sécurité, en tout cas plus de contrôle, on a fait en sorte que les soins soient pris en charge par la sécurité sociale que si les femmes allaient à l'hôpital, en ville. Donc c'était un moyen de convaincre d'aller à l'hôpital. Donc la médicalisation, elle est un peu plus présente depuis ce moment-là.
Alors avec des choses géniales, hein, des césariennes de qualité, des antibiotiques de qualité dans des moments importants, mais dans la plupart des cas, dans 90% des cas, on n'a pas besoin de tout ça. C'est bien de l'avoir au cas où. Et du coup, il y a aussi eu l'Inquisition depuis le XIIe siècle. Enfin, on le voit un peu partout dans le monde et à différentes époques. Le fait d'avoir brûlé les sorcières, les femmes, les vieilles du village qui avaient la connaissance des plantes, qui avaient la connaissance des processus physiologiques chez l'humain, et puis on pourrait dire les sorciers aussi, tu vois, ceux qui allaient préparer les plantes aussi. Enfin voilà, tout ce savoir ancestral, en tout cas en Europe, on l'a perdu. Donc ces sages-femmes étaient brûlées sur le bûcher, sur la place publique, et avec leurs livres. Et après, c'était les chirurgiens barbiers qui ont pris la relève, donc c'est les anciens gynécos, qui ont pris la relève de la médecine en gynécologie, en obstétrique, mais en n'ayant plus les infos de ces sages-femmes. Donc ils auraient quand même dû garder leurs bouquins. Donc ils ont fait la one again, non? Donc avec, on voyait des thérapies qui étaient complètement... qui paraîtraient en tout cas aujourd'hui loufoques, de faire une saignée à une femme... Une saignée, voilà, donc enlever du sang. Ah d'accord, ok. Clairement, parce qu'il y avait la croyance que le sang symbolisait le diable. Donc il y a quand même aussi là une partie de la religion chrétienne derrière. Et comme la femme saigne chaque mois pour son cycle menstruel, qu'elle saigne à l'accouchement, que le placenta, voilà, il y a du sang dessus, sans parler d'hémorragie, juste il y a un peu de sang, elle est incarnée par le diable. Donc pour enlever ce diable, on enlève un peu de sang, donc forcément la femme est plus calme. Bah oui, elle est anémiée. Donc oui, en effet. C'est le problème. Et avec une volonté de contrôle, l'invention des forceps, qui sont des bonnes interventions quand dans de rares cas il y a besoin. Mais en effet, la position gynéco, ça vient de là aussi, de pouvoir être allongé, alors anciennement sur la table de la cuisine quand c'était en campagne, pour pouvoir laisser la place au gynéco d'agir pour sauver l'enfant, sauver la mère. Mais malheureusement, c'est une position qui est aujourd'hui la norme, voilà, et elle n'est pas du tout naturelle. Et quand on parle d'accouchement, la plupart des gens voient l'accouchement sur le dos. C'est ce qu'on a dans les films, c'est ce qu'on voit un peu partout. Donc dans notre inconscient collectif, c'est ça. Et comme tu disais, l'inconscient collectif, c'est aussi la douleur, quelque chose d'horrible, de la souffrance. Alors qu'il y a d'autres options, d'autres façons de vivre cette étape-là. Ok. C'est ultra intéressant. Et du coup, du coup, le fait qu'on parle tout le temps de ça laisse pas la place à d'autres alternatives, et j'imagine on n'en parle pas aussi non plus. Enfin, peut-être on commence un petit peu à en parler des accouchements alternatifs, des accouchements à domicile. C'est quelque chose ou pas trop. Alors, on parle plus de la physiologie. Donc des hormones, de comment la femme peut accoucher naturellement sans péridurale. Mais le problème, c'est que dans nos études, on nous a appris un accouchement contrôlé, un accouchement dirigé, où on va proposer une péridurale à la femme, qui du coup ne sent plus dans son corps, quelle position va être la plus juste, etc. Pour accélérer un peu le mouvement, on va rompre artificiellement la poche des os, et puis pour aller un peu plus vite encore, parce qu'il y a vraiment cette culture, non pas du slow, mais d'aller plus vite, et pour pouvoir contrôler soi-disant plus de sécurité, on met de l'ocytocine de synthèse. Donc l'hormone qu'on a naturellement dans le corps, c'est l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement, l'hormone du plaisir, l'hormone qui fait contracter l'utérus et qui fait sortir le lait des seins. On la met de manière synthétique pour accélérer l'accouchement. Donc on a oublié le côté que la femme elle savait faire, et le côté naturel. Donc si je récapitule juste ce que tu dis, parce que c'était une de mes questions, c'est comment ça se passe un accouchement à l'hôpital. On va dire dans la grande majorité des cas, la femme elle vient, on lui propose de faire une péridurale. Si tu peux juste expliquer rapidement tout à l'heure, ce que c'est la péridurale. On lui fait une péridurale, on lui injecte des hormones de synthèse qui est l'ocytocine. Tu m'as dit un autre truc. On rompt la poche des os. On rompt la poche des os, voilà, c'est ça. Et l'accouchement se déroule, et ça prend plus ou moins de temps, parce que je crois qu'il y a des accouchements aussi qui durent plusieurs heures.
aussi. Donc c'est paradoxal, on veut que ça va plus vite, mais des fois ça prend du temps aussi. Ouais, c'est donc ça. En gros, c'est ça, comment ça se passe un accouchement à l'hôpital. C'est ça. En fait, il y a depuis les années 50 justement, l'hôpital c'est devenu, enfin peut-être même avant, en tout cas pour la naissance, c'est le monde que je connais, c'est une entreprise, donc il faut que ce soit aussi rentable, et on ferme les petites maternités pour ouvrir de grosses maternités où il y a beaucoup plus d'accouchements pour limiter les frais et avoir aussi moins de personnel. Donc ça, on le sait, que dans le monde médical, il n'y a pas assez de personnel et que du coup, les sages-femmes n'ont pas le temps et n'ont pas la disponibilité pour accompagner, prendre le soin de chaque femme. Donc c'est un peu plus à la chaîne et donc il faut accélérer le mouvement. Et on a vu même dans des grosses maternités, par exemple à Paris, où il fallait libérer les salles parce qu'il y avait tellement d'accouchements en même temps qu'il fallait faire de la place. Donc, ocytocine de synthèse pour aller plus vite et libérer. Donc, on est loin de la physiologie de laisser faire la femme naturellement. Dans un contrôle... Parce que comment... Ok, je comprends bien. J'ai une question qui me vient, mais juste avant, comment ça se passe du coup en gros un accouchement naturel? C'est-à-dire il y a la femme, elle a envie d'accoucher et enfin c'est quoi le processus du coup physiologique? Oui, alors du coup je réponds aussi à la question de tout à l'heure en même temps. Tu parlais de est-ce que l'accouchement naturel est aussi dans cette promotion en France, en fait pas beaucoup. Aujourd'hui il y a plusieurs possibilités pour donner naissance, soit à l'hôpital dans un accouchement un peu plus classique où on se laisse prendre en charge par l'équipe médicale. Il y a la version plateau technique où on est avec une sage-femme libérale donc en ville, en suivi global, et elle se déplace avec le couple le jour de l'accouchement à l'hôpital. C'est comme si elle louait juste la salle et puis elle repart ensuite avec le couple. Il y a la possibilité de donner naissance en maison de naissance. Donc c'est un lieu, en tout cas en France, qui est collé à la maternité, qui est géré par les sages-femmes, où on peut accompagner vraiment la physiologie, il y a du suivi global, on n'a aucun lien avec l'hôpital si tout va bien. Mais c'est vraiment collé au cas où. Alors que, par exemple, en Belgique, c'est une maison indépendante qui est à distance de la maternité. Alors bon, à 5 minutes, mais c'est pas obligé d'être collé dedans et c'est complètement indépendant, géré par les sages-femmes. Et il y a l'option accouchement à la maison, accompagné par une sage-femme au cours de la grossesse, pendant l'accouchement et après. Là, on bouge pas de chez soi du tout, si tout va bien. Donc dans les différentes options, c'est ça. Et aujourd'hui, on va un peu plus faire la promotion de l'accouchement physiologique à l'hôpital ou en... Ah oui, il y a l'option salle de naissance, salle nature. Salle nature. Donc ça, c'est à l'hôpital. Okay. Il y a une des salles d'accouchement qui a été transformée en salle un peu plus naturelle, avec une baignoire, avec un lit plus cosy, avec des lianes pour se suspendre, un ballon. Ah oui. Voilà, il y a une ambiance de décoration un peu plus sympa. On peut plus facilement mettre de la musique, on voit pas le matériel médical. Ok. Donc voilà, toutes les alternatives différentes. Et toutes ces alternatives sont présentes dans chaque hôpital ? Et non. Non, ok, d'accord. La salle nature, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui en créent. Après, il faut aussi que les protocoles suivent et que les sages-femmes soient formées à la physiologie. Et malheureusement, on n'est pas formé à la physiologie à l'école de sages-femmes. On est formé à prendre en charge les accouchements, à diriger les accouchements et à gérer la pathologie. Et les maisons de naissance, il n'y en a pas beaucoup en France non plus, alors qu'on voit les pays voisins, ça existe depuis longtemps, ça roule. Et ici, c'est un petit peu lent quand même à se mettre en place. Ça commence à venir, mais c'est pas encore ça, quoi. Et les plateaux techniques, certains hôpitaux le proposent. En fait, c'est les sages-femmes libérales qui décident de créer un plateau technique avec l'hôpital. Donc la démarche, elle vient souvent du libéral. Ok. Et c'est beaucoup d'administratifs. Et les hôpitaux, ça les arrange ou c'est d'avoir justement ces autres façons d'accoucher à côté, ou c'est quelque chose où ils sont plutôt réticents? Alors il y a deux choses, à la fois ça peut faire de la pub pour l'hôpital, de proposer un plateau technique, de proposer une salle nature, salle physiologique, puisque c'est un peu plus à la mode aujourd'hui de vouloir accoucher naturellement, donc il y a le côté commercial un peu de pub, et puis en même temps ça confronte beaucoup les équipes qui sont pas forcément formées à la physiologie et qui surtout n'ont pas le temps.
Donc il faut dédier une sage-femme pour une femme qui peut être là tout le temps pour cette femme, pour la masser, pour l'accompagner. Et aujourd'hui, on est en sous-effectif. Quoi. Voilà, il y a une sage-femme pour 4 femmes en même temps. Ah oui, ouais, c'est ça des fois c'est le rush, quoi. Donc les sages-femmes, elles font comme elles peuvent, elles font un minimum vital, médical, et pour elles-mêmes, il y en a beaucoup qui le vivent mal aussi, quoi. Ah ouais. Vraiment sous-effectif, effectivement, c'est aussi, c'est un serpent qui se mord la queue aussi quelque part. Et puis avec un manque de reconnaissance aussi de ce métier où on prend soin de 2 personnes, la mère et l'enfant, et puis le père aussi. Et c'est pas... c'est très peu reconnu. Et pour les sages-femmes qui accompagnent les naissances à domicile, c'est encore moins reconnu, puisqu'en France, c'est un peu... la chasse à ces sages-femmes-là. Donc, Ah d'accord, on veut pas qu'il y ait d'accouchement à domicile. Voilà, c'est un peu l'impression, en tout cas, que ça donne en France, alors que d'autres pays voisins, ça fait partie du système de soins, c'est OK. Et en France, non, on n'est pas trop pour ça. En tout cas, les mentalités bougent lentement. Ouais. OK. Et même aussi du point de vue de la femme aussi, c'est peut-être pas évident aussi de se dire je vais accoucher naturellement, parce que ça va pas être simple du tout. On va parler tout à l'heure du processus. Pour revenir à l'hôpital, du coup, juste pour revenir sur le processus, donc ça dure combien de temps un accouchement en moyenne, du coup, avec si on fait tout ça, péridurale, machin, etc. C'est une bonne question. J'ai pas de chiffres. Il y a sûrement des études là-dessus. Okay. En tout cas, j'avais pu lire que en 70 ans, on va dire, la durée des naissances était beaucoup plus courte. En tout cas, dans notre croyance dans le monde médical, c'est intéressant de voir que la physiologie est la même. A priori, le corps humain fonctionne toujours de la même façon, mais nous, notre croyance et nos concepts ont changé entre-temps. Donc la naissance a raccourci. Et pourquoi ? Parce que justement, on a médicalisé et on accélère le processus avec des hormones de synthèse. Ok. Donc ça montre à quel point on s'est éloigné de la physiologie alors que le corps fonctionne pareil. Ok. Et justement, pour que ça fonctionne correctement, comment de processus naturel de la femme au niveau de l'accouchement, comment ça se passe ? J'imagine, elle va perdre les os, elle va commencer à accoucher, et du coup là il y a plusieurs hormones qui fonctionnent. Ce sont lesquelles ? J'imagine l'ocytocine. Comment ça fonctionne ? Est-ce que du coup il y a des choses qui vont faire qu'elle va pas ressentir la douleur, ou quoi qu'il arrive, de toute façon la douleur elle est présente, et c'est juste qu'elle est peut-être décuplée à l'hôpital à cause de ces hormones de synthèse. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus le processus naturel d'accouchement ? Alors comme tu dis, il y a l'ocytocine, l'hormone de l'amour qui va donner les contractions. Et puis il y a l'hormone antidouleur. Donc on a de la morphine pure sécrétée dans notre corps, c'est les endorphines. Okay. Donc les endorphines qu'on a après un orgasme, après du sport, en mangeant du chocolat. Et le but, c'est de faire en sorte que ces 2 hormones puissent être créées. Et ça paraît très simple, et pourtant c'est essentiel. Nos hormones, elles sont sécrétées hypophyse, hypothalamus, et on sait que c'est très sensible à nos sens, donc à la lumière, à l'ambiance, aux odeurs. Et donc, pour créer ces hormones, la femme a besoin de pénombre, de chaleur, qu'on la laisse tranquille, qu'on vienne pas lui parler et la solliciter pour la ramener à son mental, à une réflexion, à élaborer une réponse, qu'on la laisse libre de ses positions. Et on peut faire vraiment le parallèle avec la sexualité. Il y avait une vidéo qui a été faite comme ça sur YouTube par des Italiens, comment on pourrait avoir un orgasme avec dans une salle très médicalisée, peu chaleureuse, avec les néons au plafond, avec une sage-femme et un gynéco par exemple qui observent, avec des brassards pour prendre l'attention, avec une perfusion au bras, avec une position imposée en disant allez-y maintenant, c'est comme ça, monsieur bougez comme ça, madame bougez comme ça. Ça semble super compliqué. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. D'imaginer de faire caca en public avec des gens qui nous regardent, avec la lumière, avec aucune intimité finalement. Alors que l'accouchement, comme la sexualité, est un processus très intime, sexuel, un processus physiologique et naturel, et on n'est pas censé
être observé dans ces moments-là pour pouvoir lâcher prise. Donc ça demande une énorme capacité des femmes à se mettre dans leur bulle, malgré tout ce contexte-là qui est pas forcément favorisant. Est-ce qu'elles arrivent vraiment à se mettre dans une bulle, les femmes qui accouchent à l'hôpital, c'est la question. Certaines y arrivent et c'est un gros challenge. Ça demande une énorme préparation durant la grossesse. Donc toutes les techniques qui permettent d'être en introspection, de méditation, d'hypnose, de sophrologie, pour vraiment s'habituer à se mettre dans sa bulle et à oublier tout ce qui se passe autour. Et il y a aussi... dans cette préparation permet aussi de travailler sur les peurs. Donc, en plus du contexte le jour J, c'est comment la femme est le jour J, dans son état physique, psychique. En fait, au cours de l'accouchement, il y a un changement d'onde cérébrale, un changement d'état de conscience, qu'on voit déjà durant la grossesse, puisque les femmes vont vite avoir des oublis, vont être un peu à l'ouest, et c'est très très bien, c'est bon signe justement. Et donc dans l'accouchement, c'est la même chose en accéléré, où elles vont être dans des états de conscience modifiés. Donc on le voit scientifiquement au niveau des ondes cérébrales, qui vont être dans un état de méditation, d'hypnose, de sophro. Donc plus on s'est entraîné à être dans ces états-là durant la grossesse, plus c'est facile d'y être le jour J avec l'intensité des contractions qui est là. Et ça permet de créer des endorphines antidouleurs et d'être encore plus shooté, encore plus dans ces états de conscience modifiés et d'être encore plus antidouleur. Et donc du coup, la douleur peut ne pas être là pendant la naissance parce qu'on a laissé la femme tranquille, parce qu'elle a pu être dans ces états de conscience modifiés. Mais ça, on peut le faire à l'hôpital, c'est ça ce que je comprends bien. C'est ultra compliqué, mais ça reste possible quand même. C'est compliqué, mais la femme arrive à se mettre dans une bulle, elle peut arriver justement à favoriser ce processus physiologique naturel et accoucher entre guillemets bien comme il faut. Mais c'est ça. Et du coup, c'est le gros travail aussi durant la grossesse de préparer son projet de naissance. Alors, au-delà de juste écrire sur un papier ce qu'on aimerait, ce qu'on n'aimerait pas, c'est se préparer soit à se positionner. Et ce qui me parle le plus, c'est à être souveraine, à ne pas se laisser prendre en charge, mais à être vraiment actrice de la naissance. Et le père ou la femme qui accompagne a besoin d'être bien ancré aussi ce jour-là pour... alors défendre, c'est pas vraiment le mot, j'ai pas envie d'être en guerre dans la naissance, mais en tout cas pour vraiment affirmer les besoins de la femme. Donc d'oser éteindre la lumière, d'oser demander des explications à la sage-femme si elle veut faire quelque chose et qu'on n'a pas bien compris, qu'on n'est peut-être pas super d'accord avec ce qu'elle propose, de demander plus de temps. Est-ce qu'on peut leur dire aussi de partir peut-être ou non, c'est voilà, alors après ils sont pas beaucoup là parce que souvent c'est le rush. Donc, ils sont en train de jongler d'une salle à l'autre, C'est ça, ils vont venir 5-10 minutes toutes les heures pour faire un contrôle de la tension, un toucher vaginal, tout ça. Donc ils restent pas très longtemps, mais ils peuvent, si la sage-femme arrive d'une urgence à côté, elle arrive peut-être un peu tout feu tout flamme, on peut chuchoter comme ça, hop, elle va se dire ah oui c'est vrai que dans cette salle-là on chuchote, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et puis hop, c'est le papa aussi qui va créer cette ambiance-là, la mère qui peut refuser un toucher vaginal si ça semble pas indispensable à ce moment-là, s'il n'y a pas un danger. Ce que tu dis, c'est qu'on peut quand même arriver à instaurer un certain contrôle, un certain contrôle de l'accouchement à l'hôpital. Et par contre, ce que j'ai du mal ce que j'ai peut-être loupé, c'est le fait de la péridurale. Tu m'as dit que c'était quelque chose qui était fait à chaque fois. Mais si elle est faite, je veux bien que tu donnes la définition juste après, comme ça, pour ceux qui connaissent pas, ça sera beaucoup plus clair pour eux. Ceux et celles qui ne connaissent pas, du coup, elle peut plus favoriser le processus naturel, non ? Oui, c'est voilà. Ça. En fait, il y a deux options. C'est justement parce que c'est compliqué à l'hôpital de donner naissance en restant dans sa bulle et en créant ces hormones endorphines antidouleurs. L'autre option, c'est de pouvoir prendre la péridurale. Donc en fait, la péridurale, elle est là aussi dans les cas où on n'arrive pas à lâcher prise par rapport au contexte. C'est là aussi dans certaines pathologies, bien sûr. Alors là, on parle de physiologie. Donc la péridurale, c'est injecter des produits anesthésiants, antidouleurs dans les enveloppes qui entourent la moelle épinière, qui vont du coup irriguer les racines, qui vont innerver l'utérus, le petit bassin, la vulve, pour ne pas sentir de douleur, parfois rien sentir du tout quand c'est trop doté. Voilà, quand c'est trop dosé, on peut rien sentir. L'idéal, c'est de pouvoir avoir une
petite dose pour enlever un peu de sensation au niveau douleur, mais garder la sensation du bébé qui descend, de savoir quelle position on a besoin de prendre, comment on a envie d'accompagner la descente du bébé. Et donc moi je le vois, alors là c'est la minute féministe. Je t'en prie, t'as une minute. Je vois vraiment l'accouchement comme une occasion de se connaître mieux, d'être dans une initiation. Et en fait, l'intensité des contractions nous permet d'aller toucher du doigt quelque chose de très haut, de très inconnu, de plonger dans l'inconnu, de plonger dans ses peurs. Est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais réussir à accoucher comme ça, là, maintenant, à m'ouvrir physiquement, psychiquement, émotionnellement, voilà, ça fait traverser plein de choses. Et une fois que la femme a réussi à le vivre, mais elle se sent juste ultra puissante, incroyable. Je vois des changements de femmes qui sont aujourd'hui, qui ont changé de métier, voire même qui se sont séparées. Alors bon, c'est pas trop ce qu'on attendait après un accouchement, mais oui. pour aller encore plus vers elles-mêmes. Et je reprends ma notion de souveraineté, d'être à jouir leur vie, à décider ce qu'elles veulent dans leur vie, et c'est juste magnifique, mais en même temps, dans cette société qui est aujourd'hui encore patriarcale, comment on peut soutenir les femmes à être indépendantes, à être reines dans leur royaume, ça passe pas trop quand même. Donc c'est un peu plus simple de contrôler les femmes et leur faire croire qu'elles ont plus le pouvoir de donner naissance. Et pareil pour la sexualité, qu'elles n'ont plus le pouvoir de jouir facilement. Il y a tellement de tabous, de croyances qui limitent la sexualité des femmes. Et l'accouchement, c'est la même chose. On peut faire le parallèle entre les deux. Du coup, pour contrôler ces femmes, les femmes, et étouffer leur occasion d'être dans leur initiation, on va mettre une péridurale. Comme ça, oui, ça évite d'aller plonger dans les profondeurs, d'aller vraiment contacter est-ce que j'en suis capable, d'aller profondément en soi. La péridurale, ça permet, c'est tout doux en fait. Okay. Alors c'est super que ça existe parce qu'il y a des moments où c'est pas possible en fait. Selon ce qu'on vit, selon l'émotionnel dans lequel on est à ce moment-là, aller chercher aussi loin, c'est pas possible. Donc c'est parfait que ça existe. Mais beaucoup de femmes ne se posent pas la question. Et le cas le plus classique que je rencontre, c'est un premier accouchement médicalisé où la femme s'est sentie, a subi l'accouchement, elle s'est pas sentie respectée, voire il y a eu des violences obstétricales, et elle souhaite une deuxième naissance naturelle où on la laisse tranquille, sans intervention médicale, sans que personne ne lui dise quoi faire, comment faire, et qu'elle puisse vivre et sentir tout. Donc sentir autant ses peurs, ses émotions, sentir son bébé qui passe dans le vagin, dans le bassin, et du coup il se sort de là une vraie puissance, et on parle de l'empowerment, donc l'empuissancement. C'est ce qui me motive le plus, accompagner les couples à être vraiment acteurs et à faire des choix conscients, éclairés. Et aujourd'hui, on est capable à l'hôpital de dire on va vous faire une petite aide, un petit coup de pouce, sans expliquer. Et le petit coup de pouce, c'est mettre une hormone de synthèse qui a des conséquences. Voilà. Et le consentement éclairé, on n'y est pas du tout là. Ok. Juste avant de poser la question, si tu peux aussi la noter, c'est quoi les conséquences de cette hormone de synthèse? Si je comprends bien, et si je résume vraiment peut-être en 5 secondes, c'est que l'accouchement, pendant l'accouchement, peut-être avant, mais en tout cas pendant l'accouchement, c'est que c'est une opportunité pour la femme de se transcender, d'apprendre à mieux se connaître, et encore, une fois l'accouchement passé, d'évoluer en fait personnellement et passer à un stade supérieur, et de se découvrir finalement une force intérieure qui est forte, une meilleure connaissance de soi, et se dire que finalement je suis capable, j'ai toutes les ressources en moi, etc. C'est vraiment une opportunité pour la femme d'évoluer personnellement en fait. Ouais, c'est ça, c'est super bien dit. Ok, d'accord. Et cette opportunité-là, elle est, on va dire pour 90% des cas, peut-être plus, elle n'est pas donnée aux femmes, et ce qui fait que finalement, il y a des accouchements sur accouchements, et finalement cette opportunité, elle passe à l'as. Ouais, c'est ça. Et j'ai un peu l'image de la randonnée où la femme arrive presque au sommet, en peut plus, à tout donner, elle a un super coach derrière, le papa ou l'accompagnant, et de dire ouais c'est bon, vas-y, continue, tu vas y arriver, et puis elle en peut plus. Donc on parle de la phase de désespérance au cours de l'accouchement, et c'est là que se fait l'initiation.
où elle en peut plus, elle se dit non mais allons à l'hôpital, ou alors si elle est déjà à l'hôpital, prenons une péridurale, là c'est plus possible, j'y arriverai pas. Et c'est le fait à ce moment-là d'avoir été hyper préparée et d'être soutenue, d'avoir quelqu'un en face qui dit non mais t'es capable, je crois en toi, que ce soit la sage-femme, que ce soit la doula, que ce soit le compagnon, que ce soit la meilleure amie, peu importe, juste quelqu'un qui croit en elle à ce moment-là, et ok, elle y va, elle y croit et elle arrive à grimper au sommet. Et l'autre option, c'est de se dire à ce moment-là, non, j'y arriverai jamais, je lâche prise, et puis il y a quelqu'un en face qui va dire, il n'y a pas d'autre option, donc je vous propose une péridurale. Ou des fois, on voit le papa qui va dire, je sais pas, moi je suis décontenancé, je te vois souffrir, je sais plus quoi faire, et j'ai pas d'outils. Oui, apparemment, prenons la péridurale, je peux plus te voir comme ça, c'est pas possible. Et c'est humain de penser comme ça, mais c'est parce qu'on n'a pas eu les infos avant de savoir que cette phase-là est normale, elle fait partie du processus. Il y a des femmes qui la vivent pas, aussi, qui sont tellement peace and love, tellement détendues que ça se fait pas. Elles ont tellement travaillé sur leur peur aussi en amont durant la grossesse. Et je vois un peu, soit on grimpe, soit on prend l'hélicoptère avec la péridurale pour arriver au sommet. Au final, on va être au sommet, on va rencontrer le bébé, on va être mère, mais il y aura une initiation qui est différente. Ça veut pas dire que accoucher par césarienne ou accoucher avec une péridurale, il n'y a pas d'initiation. C'est juste que là, on est on parle de quelque chose d'un peu plus dans une subtilité, mais dans tous les cas, l'accouchement, la grossesse est une initiation. Même pour les grossesses qui s'arrêtent en cours de route, c'est aussi une initiation. Ouais, toute expérience. J'avais discuté de ça justement avec Peggy, je te parlais en off, qui faisait aussi les accompagnements, et elle disait que ça peut être... c'est ultra douloureux de vivre ça, mais quelque part c'est initiatique, c'est une grosse initiation, et c'est aussi une occasion de se transcender, d'aller au-delà de soi et de découvrir des ressources intérieures incroyables et d'évoluer, quoi. Mais c'est vrai que c'est un shift mental à réaliser, quoi. C'est pas quelque chose qui est évident, et c'est pas quelque chose aussi qu'on nous enseigne, parce que tout ce que tu dis là, c'est ultra intéressant, mais j'ai entendu personne me tenir ce discours autour de moi. Après, je suis pas forcément la première personne concernée, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas parler, et c'est quelque chose qui est dommage. C'est pour ça que durant mes études, je comprenais pas entre ma vision d'un accouchement un peu idéalisé, calme, à la maison, et puis ce que je découvrais, je me disais, mais je suis sûre en fait que la femme, elle peut donner naissance par elle-même, c'est pas possible. Parce que dans tes études, excuse-moi Alexandra, on parle pas du tout de ça, d'accouchement, il y a aucune parenthèse par rapport à ça, non ? Non, on n'accompagne vraiment pas la physiologie, on apprend à diriger un accouchement. Comme je te disais, péridurale, tout ça. Et moi, on m'avait fait croire, oui, mais on verra après, l'accouchement sur le côté, l'accouchement à 4 pattes, machin. Et puis en fait, non. Par chance, il y a certaines sages-femmes qui sont formées ou qui s'intéressent et qui peuvent accompagner des naissances dans différentes positions, où il y avait déjà des petites choses qu'on pouvait voir exceptionnellement, mais on est loin de la physiologie, en fait. Là, moi, c'est vraiment à domicile que les femmes m'ont appris chaque jour. Et puis ça s'arrête jamais, il y a 15 000 livres, il y a des films, en discutant avec les femmes, j'apprends tout le temps. Mais oui, c'est pas du tout quelque chose de très connu, et c'est pour ça justement que on fait un podcast pour faire connaître cette version-là de la naissance. Et j'y vois aussi, on parlait de la puissance de la femme, de l'initiation, que la grossesse, par les petits mots qui sont là, physiques, par les mots émotionnels, c'est une super occasion d'aller travailler entre guillemets sur soi, en tout cas d'aller plus se connaître, être plus en conscience de son corps, en conscience de ses émotions, de sa façon de penser, conscience de comment on est né soi-même, de ce qu'on aimerait transmettre à nos enfants, de connaître un peu plus sa vie, le transgénérationnel, le lien avec les parents, les grands-parents, les croyances de la famille. Pour se libérer aussi de certaines choses, de certaines peurs, et voir la santé différemment aussi, être acteur, actrice de sa santé. Donc c'est un gros impact finalement par l'accouchement, c'est une grosse porte, quoi. C'est une grosse porte vers soi. Une porte d'entrée vers soi, c'est ça. Ouais, c'est arriver à prendre le temps finalement de se poser des questions, mais ça se prépare même, j'imagine, en amont de l'accouchement, pendant la grossesse, même avant la grossesse. Tout ça peut pas se faire en fait le jour J si t'es pas préparé, quoi. Si par exemple tu vas voir une femme qui va accoucher par exemple à tout à l'heure, demain si tu lui dis tout ça, ça sert à rien, quoi. Enfin, faut vraiment qu'il y ait un déclenchement interne et qu'il y ait un travail
pour pouvoir faire ça. C'est pas une recette magique où on va te dire. Et puis chaque femme va trouver sa propre ressource intérieure. Et c'est là où on peut que l'accompagner à aller vers elle-même, à être dans l'introspection. Chacune va trouver sa propre force. On parlait tout à l'heure de la respiration. Voilà, c'est un moyen, mais je guide même pas dans comment respirer. Ça se fait tout seul. Donc c'est juste revenir à la confiance que le corps, il sait faire et être témoin de ce qui se passe, le laisser faire en fait. Il fait tout seul. Laisser faire le bébé. Lâcher prise totale, quoi. Vraiment, ouais. C'est ça. Ça fait peur aussi. Mais c'est pour ça que c'est l'initiation. C'est l'initiation. Et pour chaque femme, en fait, chaque femme va avoir sa manière d'accoucher. Il n'y a pas de position, on va dire, idéale. Il n'y a pas de position, de protocole particulier. C'est vraiment une expérience, c'est une initiation et on laisse faire ce qui se passe, quoi, en gros, si je comprends bien. C'est ça. Et c'est comme la sexualité. Il n'y a pas un protocole particulier. Oui, c'est une rencontre des deux êtres et puis il y a une co-création. Et là, c'est la même chose. Co-création entre la mère et l'enfant et puis l'accompagnant, le père qui a toute sa place aussi pour créer un trio pour accompagner ce bébé à naître, quoi. Ouais, j'allais te poser la question. Enfin, c'est une de mes questions. Maintenant qu'on y parle, c'est quoi le rôle du père finalement dedans? Parce qu'on dit qu'il n'est pas concerné et tout, c'est pas lui qui accouche, mais j'imagine qu'il a quand même un rôle assez important. Mais en amont, pas si pendant l'accouchement. Comment tu vois le rôle du père dedans? Alors, durant la grossesse, il a tout intérêt à lui aussi travailler sur ses croyances, sur l'accouchement, sur ce qu'il a entendu dans la famille par rapport aux accouchements. Donc des fois il y a des peurs, voilà, oui, ma sœur a accouché comme ça, ma mère m'a dit que ça. On va déconstruire ça pour que le jour J soit le plus serein possible. Donc oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est vraiment une reprogrammation. On vient déconstruire et reprogrammer en positif que oui, la femme est capable, qu'elle peut le faire, que c'est naturel et travailler à fond la confiance du père et de la femme. Et donc le jour J, le père, en étant informé durant la grossesse de comment ça peut se passer, de qu'est-ce qu'il peut faire, qu'en fait il n'y a rien à faire. On va savoir, on est tranquille. Si ce n'est être présent, tu vois, c'est la différence entre le faire et l'être. Donc il est là. Mais être pleinement présent, pas être avec son téléphone, j'imagine. Voilà. C'est être vraiment pleinement présent. C'est ça, et la femme comme ça se sent soutenue. Après, ça peut être selon les préparations, ça peut être faire des sons en même temps que la femme, ça peut être la masser. Puis il y a des femmes qui ont besoin qu'on les touche pas. Donc tout ce que tu as appris avant en massage, en truc, ça sert à rien. Bon, voilà. Et c'est juste être là, soutenant, et peut-être juste dire la phrase à un moment donné, ouais, je crois en toi chérie, regarde notre bébé, il arrive, tu vas l'avoir dans les bras. Et puis ça suffit en fait. Juste un homme qui est à côté, qui croit. Je vois vraiment ça, c'est j'aime bien les deux images du phare dans la tempête. La femme est avec son bébé sur le bateau. Instinctivement, elle sait naviguer. Donc elle a juste à faire confiance à son instinct, à son intuition et à y aller. Et en fait, on voit au bout, au port, il fait beau, le père est là, en haut du phare. J'adore tes images, Alexandra, ça me parle beaucoup. Je suis très visuelle et j'adore tes métaphores. Ok. Et puis l'autre image, c'est le rocher sur lequel la femme peut s'accrocher. Donc en Inde, quand on parle de yin, de yang, ou dans le taoïsme, l'homme va être plutôt yang, ancré, solide et stable. Et puis la femme va pouvoir se laisser aller dans sa fluidité, dans sa flexibilité, dans son intuition. Et là, l'accouchement, c'est vraiment ça. Elle se laisse traverser. On peut même avoir l'image qu'elle se laisse traverser par un vortex. Un vortex. Moi, ça me parle, mais juste tu peux dire un petit mot dessus. Comment expliquer un vortex? On va dire une certaine énergie qui traverse, c'est ça? Voilà, un canal. Okay. Et elle laisse passer par son corps. Son vagin est un canal, clairement, physiquement. Elle laisse passer ce bébé, elle laisse passer ses peurs. Et pour faire ça, elle a besoin d'un cadre sécurisant. Et là, elle peut le faire si elle sait que l'homme, il arrive à gérer, quoi, et à la soutenir. On voit la même chose pas l'éducation, mais l'élévation des enfants. Si le parent crée un cadre protecteur, sécurisant et un cadre qui est souple aussi, l'enfant peut s'exprimer complètement tout en étant en sécurité.
Ok, c'est intéressant tous les liens qu'on peut faire. Merci de faire ces liens. Ok, super intéressant. C'est juste revenir sur l'accouchement à l'hôpital. On parlait tout à l'heure des risques. Quels sont ces risques-là? Et après aussi parler des risques aussi d'accouchement naturel, parce que j'imagine tout n'est pas rose non plus. Déjà, si on peut faire un focus sur accouchement à l'hôpital, des risques avec tout ça, péridurale, et de ce que ça peut entraîner finalement d'un point de vue physique, physiologique, et peut-être aussi même pour l'après. Est-ce qu'il y a peut-être des conséquences sur l'après accouchement? Ouais, alors c'est une grande question. Pour une grande réponse. Alors, le fait d'intervenir dans le processus naturel, de mettre de la lumière alors qu'il faudrait pas, de toucher la femme alors qu'il faudrait pas, de lui parler, du coup ça la fait sortir de sa bulle. Tout ça, ça va créer des conséquences au niveau hormonal, au niveau du psychisme de la femme aussi, ou de son émotionnel. Du coup, ça peut dérégler le processus naturel et donc créer de la pathologie. Donc créer, des fois c'est pas une grosse on va pas forcément mettre le mot de pathologie, mais comme une stagnation. L'accouchement évoluait, puis d'un coup ça s'arrête, ça avance plus. Du coup, dans le monde médical on a besoin que ça avance, donc on va mettre des hormones de synthèse, on va pousser, on va accélérer, et du coup peut-être que derrière le cas classique qu'on voit de mettre une péridurale, rompre la poche des os et mettre une hormone de synthèse, et faire pousser volontairement la femme alors qu'il n'y a pas besoin de pousser, ça pousse tout seul. On voit qu'il y a besoin d'appeler le gynéco pour faire une extraction instrumentale. Donc ventouse, forceps, spatule. Donc classiquement, la sage-femme est là tout le temps pour l'accouchement. Elle gère tout, non, on va dire, elle accompagne cette étape-là. Et en cas de problème, de pathologie, elle appelle le gynéco, qui lui gère la pathologie, peut être là pour les césariennes, voilà, c'est ses compétences. Et donc là, on a un protocole qui dit au bout de 30 minutes de poussée, il y a un risque d'acidose du bébé, donc l'idée de souffrance fétale en tout cas, ça peut être plus compliqué pour le bébé, il peut ralentir le rythme de son cœur, et donc panique à bord, on veut sauver maman bébé, et donc on fait un forceps, voilà, une extraction instrumentale. Si on remonte dans les causes, si on enlève le fait de faire pousser, qu'on laisse la femme pousser quand elle a envie de pousser, et puis en fait ça ne pousse, enfin elle n'a pas besoin de pousser. En fait t'as pas bein de pousser quoi finalement. Alors qu'on entend dans les accouchements, c'est allez pousser. Et ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin quoi. Moi je dis pas dans les accompagnements de pousser, enfin je dis rien et ça se fait quoi. C'est les femmes qui disent Alex ça pousse, il y a la tête. Voilà, ça se fait. Donc tu vois, d'intervenir, de faire pousser la femme, on sait qu'au bout de 30 minutes on va appeler le gynéco, du coup on crée la pathologie nous-mêmes. Après, tu parlais de l'effet de la péridurale. Bon, les cas anecdotiques qui, voilà, aujourd'hui, c'est plus vraiment des gros risques parce que c'est une technique qui est très maîtrisée, mais de paralysie, de choses comme ça. Bon, les femmes signent un consentement avant la péridurale qui informe de ces risques-là. En tout cas, normalement, on les informe. Ça passe quand même chez le bébé. Donc, des fois, on voit un comportement de bébé qui est différent entre avec et sans péridurale, qui va être avoir un peu plus envie de dormir, le démarrage de l'allaitement va être un peu plus lent, parce que voilà, il a moins envie d'aller téter. C'est très subtil, mais à force de revoir les mêmes situations, on peut commencer à faire des liens. Après, il faudrait faire des études scientifiques pour vraiment poser ce que je dis. Là, je parle que de mes intuitions propres. L'effet de la péridurale fait que la femme est plus forcément connectée à son corps et à savoir quels sont les besoins. Et la femme sait très bien que cette position n'est pas agréable, donc elle va se mettre dans cette autre position et c'est parfait. C'est ce qu'il fallait pour que bébé descende, que ça aille plus vite, pour que bébé puisse bien réguler le flux sanguin. Donc des fois, on peut voir que dans une position, il y a un ralentissement du rythme du cœur et dans une autre, tout va bien. Et instinctivement, la femme, elle va se mettre dans la bonne position. Et là, avec une péridurale, il manque un peu cette option-là. L'option, le fait de ne pas sentir, donc de ne pas pouvoir accompagner le mouvement du bébé. Et les hormones de synthèse, dans les faits, c'est que ça va aussi saturer les récepteurs de l'utérus à cette hormone ocytocine. Donc le corps produit naturellement de l'ocytocine et c'est l'hormone de l'attachement au bébé. Et là, on en met une de synthèse extérieure, donc le corps, il va moins en produire, voire peut-être pas,
J'avoue qu'on n'a pas trop d'études là-dessus, sur vraiment la physiologie contre la version hospitalière. Si l'utérus est saturé, au bout d'un moment, quand il a besoin de contracter, par exemple, pour la délivrance du placenta, ou pour une fois que le placenta est sorti, l'utérus a encore besoin de se contracter pour pas saigner, éviter une hémorragie, là, si l'utérus il est saturé de récepteurs, dans ces récepteurs, il reçoit plus l'information. Donc, du coup, il contracte plus, du coup, ça saigne. Donc, en fait, ce qu'on voulait éviter, l'hémorragie, ça peut arriver. Voilà, alors peut-être que certains ne seraient pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est quand même les situations que j'ai souvent observées et j'essaie juste de réfléchir et de comprendre ce mécanisme-là. Ouais, essayer de sortir un peu de la tête du guidon et essayer d'observer vraiment les choses. Ah, c'est ultra intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Je sais pas ce que penseraient les femmes qui écouteraient ça. En tout cas, ça ouvre de belles perspectives. Mais du coup, pour rebondir, donc là, on a parlé des risques à l'hôpital. Mais j'imagine que lors d'un accouchement naturel, et je pense que c'est ça aussi qui contribue à la peur, aussi des femmes qui peut-être pas sauter le pas, c'est peut-être les risques qu'il peut avoir en accouchant chez soi ou peu importe, sans tout ce contexte médical, parce que qu'est-ce qui peut se passer si s'il y a césarienne, s'il faut faire s'il y a un problème, comment on gère tout ça? Donc quels sont déjà les risques et est-ce qu'il y a vraiment des risques lorsqu'on accouche de façon naturelle et comment ils sont gérés ces risques justement lors de l'accouchement naturel? Ouais, c'est souvent la première question que j'avais dans les rendez-vous, dans le premier rendez-vous d'accouchement à domicile, et notamment des papas qui ont besoin de structurer, de cadrer, de comprendre c'est quoi le matériel, comment ça se passe s'il y a un problème, quels sont les risques. Donc je renvoie souvent sur le site de l'APAD, APAAD, qui est l'association professionnelle pour l'accouchement à domicile, où on a référencé tous nos dossiers, toutes les femmes qu'on a accompagnées à domicile pour montrer statistiquement quels sont les risques, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui n'arrive pas. Okay. Où on trouve évidemment beaucoup moins d'hémorragie, de pathologies de bébés, après, on accompagne à domicile que des femmes qui sont à faible risque. Donc on a suivi la grossesse, on a attesté que dans les bilans sanguins, dans les échographies, dans ce qu'on a pu observer cliniquement, que tout va bien. Donc okay. Les cas particuliers donneront naissance à l'hôpital pour plus de sécurité. Donc déjà, on est dans une population à faible risque, on va dire. Okay. Y a tout le travail, je trouve, émotionnel, le travail des peurs, pour faire en sorte que le processus soit fluide le jour J. Et dans la question que j'ai de quels sont les risques, souvent je renvoie la question au couple. De quoi avez-vous peur? Et souvent ça fait écho à oui, ma mère elle a donné naissance, elle a saigné, ma sœur il est arrivé ça à l'accouchement. Ouais, c'est souvent ça, ouais. Et du coup une fois qu'on a déconstruit ça et qu'on explique pourquoi il y a eu telle ou telle pathologie, et de voir que quand même souvent la médicalisation, la surmédicalisation a créé la pathologie et l'a aussi résolue, parce qu'heureusement on a plein de solutions à l'hôpital, mais on crée souvent les problèmes et on les résout derrière. Et le fait de pas connaître la femme en amont, la sage-femme le jour J, elle découvre la femme, elle connaît pas d'où elle vient, elle sait pas que peut-être elle a été violée 10 ans auparavant et que du coup c'est hyper compliqué pour elle de s'ouvrir le jour de l'accouchement parce que le contact avec son sexe c'est compliqué. Enfin voilà, tout ça on le prend pas en compte aujourd'hui au niveau médical, on prend que le côté très terre à terre, mais en fait le corps il a un vécu, il a une histoire, la femme elle vient avec tout son bagage qui conditionne aussi son accouchement. Après, pour parler de risques, le fait d'avoir une sage-femme pour une femme et qui connaît l'histoire du couple, la sage-femme le jour J peut déceler s'il y a une partie qui commence un peu à se dérégler. Il y a une alors ça peut être intuitif, ça peut être cliniquement en observant la position de la mère, en observant le rythme de l'accouchement, le rythme des contractions, comment la femme le gère, comment le bébé le gère. Un élément qui dit
Là, on arrive, tu vois, on n'est plus dans le vert, on passe dans le orange, et puis peut-être qu'il va y avoir un deuxième élément orange. Bon, allez, on va transférer à l'hôpital, sans urgence, tranquillement, pour plus de sécurité. Et la plupart du temps, c'est ça, en fait. C'est pas la catastrophe, ta. Ça peut arriver plutôt à l'hôpital, parce que dans des cas où il y a des pathologies, ils vont tenter l'accouchement par voie basse, on va mettre des médicaments, tout ça pour faire en sorte que la femme puisse accoucher par voie basse plutôt que césarienne, par exemple. Et du coup, on est content d'avoir la selle de césarienne à 2 minutes. On peut tenter des choses un peu plus périlleuses parce qu'on a tout le backup à la maison. On va pas tenter des trucs de fou. Donc, on a un petit couteau, un petit scalpel. Si on a un doute de quelque chose, on va transférer. Et puis sachant que on a aussi beaucoup d'outils pour faire en sorte que les choses reviennent dans l'ordre. Que ce soit au niveau émotionnel, ça peut être une plante, ça peut être une position, des petites choses toutes simples en fait. Et puis pouf, ça revient. Donc tout ça, c'est à la maîtrise de la sage-femme qui est juste dans l'accouchement à domicile. Il y a la femme, la sage-femme et potentiellement le père. Voilà. Et potentiellement non, c'est mieux. Et des fois des doulas aussi. Des doulas, c'est des personnes qui accompagnent. Accompagnent. Parce que c'est un doula. Ouais, la femme dans les processus de la vie. Alors ça peut être, on voit aussi des doulas pour les fins de vie. On a des doulas pour qui accompagnent durant la grossesse, qui peuvent être là le jour J aussi. Et ça, c'est pas sage-femme? Doula, c'est pas pareil que sage-femme? Et ouais, c'est ça. En fait, moi, j'étais un peu sage-femme doula, j'ai l'impression, dans le sens où je faisais pas que du médical, mais aussi de l'accompagnement émotionnel. Ok, oui, dans ce que je comprends bien, la sage-femme, c'est vraiment technique, c'est vraiment là sur le terrain, alors que doula, c'est un aspect beaucoup plus global et on va s'élever et on va essayer de voir un peu plus. Émotionnel, plus dans le prendre soin. Et en fait, les deux sont hyper complémentaires, mais je trouve que les deux, en essence, on pourrait dire, mais il faut vraiment prendre du recul. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de sages-femmes qui vont s'énerver si je dis ça, mais c'est un peu le même métier. C'est juste que aujourd'hui, on a tellement poussé la connaissance dans le monde de l'obstétrique qu'on est devenu très technique, très médical, et une sage-femme a des compétences et des connaissances que la doula n'a pas. Mais en essence, la femme, elle a juste besoin de quelqu'un à côté d'elle qui a confiance. Et on en est aujourd'hui arrivé à beaucoup de peur, beaucoup de tout ça, mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, si on prend vraiment du recul, que la femme, elle s'est donné naissance, elle sait faire, elle a juste besoin de quelqu'un qui est un peu connaît. Qui la supervise aussi un petit peu, qui la connaît. Ouais, voilà, qui juste tient l'espace de sécurité. Et il y a plein de femmes qui m'ont dit juste d'avoir été là, que je sois là, ça les a mises en confiance, alors que j'ai rien fait. Mais juste de savoir qu'au cas où il y a quelque chose, elle est là, que elle a confiance en moi, si elle me dit que tout va bien, c'est que vraiment tout va bien. Voilà, pour le petit manque de confiance qu'il pourrait y avoir chez elle, moi je vais être là pour amener la confiance. Donc il y a une vraie relation qui s'installe en fait entre la sage-femme doula c'est ça. Et la mère, quoi. C'est ça. Après, si on arrive dans le concret, c'est sûr que si il y a une réanimation du bébé à faire, la sage-femme pourra le faire et que la doula non. Voilà. Okay. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les compétences, le côté technique qu'on a développé, oui, il y a ça. Donc, la sage-femme est quand même en mesure de gérer des problèmes. Voilà, on est formé, comme on est formé à l'hôpital, on a la même formation, sage-femme hospitalière, les sages-femmes libérales, et avec la PAD justement, il y a une formation sur les gestes d'urgence extra-hospitaliers. D'accord, moi je pensais que, c'était peut-être c'est une question naïve, mais je pensais que c'est vraiment les sages-femmes étaient là, mais que c'était tout ce qui était réanimation ou les gestes d'urgence, c'était on va dire des médecins ou des réanimateurs, des personnes spécialisées dedans. Mais en fait, ce que tu me dis, non. C'est la sage-femme, elle peut faire tout ça aussi. C'est ça. Okay. Et c'est notre particularité de sage-femme française aussi, c'est qu'on est formé vraiment de manière très pointue au niveau médical, au niveau du droit de prescription, au niveau des actes médicaux, de gérer les deux pathologies qui font peur, c'est l'hémorragie et la réanimation du bébé. Voilà, ça on sait faire. Okay. Que ce soit à la maison ou à l'hôpital, alors que des sages-femmes belges par exemple vont pas avoir tout à fait les mêmes compétences, ou dans d'autres pays. Voilà, en France on est le plus poussé techniquement, quoi. Ok, ouais, donc c'est rassurant. Ok. Et ok, donc on a parlé des risques.
Et donc il y a quand même pendant un accouchement, juste pour terminer avec ça, il y a possibilité quand même de transfert à l'hôpital si jamais il y a un problème, mais ça reste une minorité finalement de cas sur tous les accouchements que tu as fait. Est-ce qu'il y a eu t'as un pourcentage à donner sur ce qui s'est bien passé aussi? Non, j'ai pas encore. J'avais commencé à faire des stats, mais non, c'est pour ça qu'avec la PAD, là, on le fait tout ensemble. Donc, je pourrais aller voir mes chiffres vraiment spécifiques de chaque année grâce à leur étude. Mais la plupart des transferts à l'hôpital peuvent se faire par leurs propres moyens, avec leur voiture, pour une stagnation, par exemple. Ça commence à être trop intense pour la femme, elle n'arrive plus à trouver les outils en elle pour lâcher prise, et puis elle en peut plus, elle en a marre, elle a plus les ressources, et donc elle préfère aller à l'hôpital pour avoir une péridurale, et là à ce moment-là c'est une super option. Donc la plupart du temps c'est ça les transferts en fait. Voilà, par exemple pour un premier bébé c'est cette première expérience, et voilà, c'est pas pour une hémorragie ou pour un truc. Ok, d'accord, ça marche. Merci Alexandra. Comment ça se passe maintenant on a un petit peu parlé, un accouchement du coup à domicile ou dans une maison, parce que j'ai vu une image ou plusieurs images qu'il fallait avoir un bassin d'eau, mais est-ce que c'est obligatoire, est-ce que finalement il y a des choses à mettre en place, enfin comment ça se passe un accouchement à domicile du coup? Question matérielle, il y a besoin de rien. Okay, si ce n'est des alaises, des serviettes pour mettre sous la femme, pour si jamais elle rompt la poche des os, pouvoir accueillir l'eau, pour accueillir le placenta après et pas salir son lit, pour pas salir son tapis au sol, ou voilà. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent donner naissance dans l'eau. Donc à ce moment-là, soit elles ont une super baignoire d'angle qui laisse de la place, soit elles peuvent louer ou acheter une piscine d'accouchement. Et pourquoi dans l'eau? Il y a une raison particulière? Alors, c'est Michel Audin qui parlait de ça, comme c'est les pingouins, ou j'ai peur de dire une bêtise, mais en fait, on a la même capacité qu'eux à donner naissance à la fois sur terre et dans l'eau. Et le bébé passe d'un état liquide à un autre état liquide avant d'être au contact de l'air. Et donc, il va pas respirer sous l'eau. Il attend d'être au contact de l'air pour laisser l'air rentrer dans ses poumons et puis créer sa première inspiration. Il y a l'effet d'être soulagé par l'eau chaude. Et au niveau de la vulve, on parle souvent du cercle de feu. Donc quand la tête passe, ça peut vraiment brûler et avoir une sensation de panique chez la femme, dire « Oh mon Dieu, c'est énorme cette sensation ». Et l'eau chaude, soit avec un gant de toilette chaud, soit avoir les fesses dans l'eau, permet de diminuer cette intensité-là. Et puis je pense qu'il y a aussi un peu le fantasme de l'accouchement naturel dans l'eau, avec la petite musique dans la et rivière. tout. La rivière et les liens. Ok. C'est souvent pour une plus grande douceur pour la naissance du bébé. De naître tranquille dans une eau chaude. Il a plusieurs étapes avant d'arriver à l'air extérieur. Ok, intéressant. Et après, dans le matériel, la sage-femme vient avec sa petite mallette, avec ce qu'il faut dedans, de quoi perfuser, de l'ocytocine de synthèse, justement, au cas où on aurait besoin, de quoi écouter le cœur du bébé, voilà. Mais après, on a énormément d'autres outils d'observation de la femme. À domicile, par exemple, je ne faisais quasiment aucun toucher vaginaux. Et c'est ce qu'on fait à l'hôpital toutes les heures pour voir où en est le col de l'utérus, pour voir comment évolue l'accouchement. Et donc le col s'ouvre de 0 à 10 cm et ensuite bébé descend dans le bassin, dans le vagin. Et là, moi j'avais d'autres éléments pour observer, ou des fois si j'avais un doute, j'allais faire un toucher vaginal pour confirmer ce que j'observais ou infirmer, pour aussi des fois prendre une décision pour un transfert. Donc la femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut, il n'y a pas de perfusion, il y a de quoi perfuser en urgence au cas où, mais elle n'a pas de base, des fils de partout. Pour observer le cœur, on va prendre un Doppler, et donc c'est la sage-femme qui se penche comme elle peut, qui s'adapte à la position de la femme pour écouter le cœur régulièrement. Voilà. Et la femme n'est pas branchée à des capteurs. Ok. Voilà, c'est très simple en fait, elle se laisse faire et puis elle peut bouger comme elle veut, si elle veut prendre une douche, si elle veut prendre un bain, si elle veut aller aux toilettes, voilà, rien qu'aller aux toilettes en salle de naissance, t'as pas les toilettes à côté, tu dois traverser. Tu peux aller aux toilettes pendant le... D'accord. Ouais,
et tu dois traverser un couloir pour y aller. Et puis une fois que tu as la péri, tu peux plus. Donc comme tu sens plus que tu as envie de faire pipi, c'est la sage-femme qui va mettre une sonde urinaire pour aller vider la vessie. Tu vois, et là tu peux être libre en fait quand t'es chez toi, ou même juste quand t'accouches sans péridurale, tu te lèves, tu vas faire pipi, tu vas faire caca, voilà, ça fait de la place. Les contractions, elles viennent vraiment bouger tout le système digestif autour, donc il y a du mouvement. Donc au moins t'es libre de faire ce que tu veux. Ok, c'est fou, hein. C'est tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans ce monde-là. Ok, et qu'est-ce qui, je sais pas si c'est une question, enfin. Un peu une question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'il advient du cordon ombilical et du placenta, que ce soit à l'hôpital et à l'accouchement naturel à domicile? Oui, alors en ce moment, on est de plus en plus à se dire que on va faire un clampage tardif ou un clampage optimal du cordon. Clampage, c'est coupage, non? Ouais, c'est le fait de serrer le cordon pour pouvoir le couper. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on le laisse 3 à 5 minutes et le bébé, dans ce temps-là, récupère 80% de son sang qui est dans le placenta. Donc, le placenta est encore dans l'utérus de la mère. Lui, il est né et il récupère le sang qui est dans le placenta, qui circule entre son placenta, son cordon, son corps. Ok. Donc, il y a 1/3 de son sang qui est dans le placenta à la naissance. Il a les 2/3 dans son corps. Okay. Et donc, si on laisse le placenta, le cordon, sans le couper tout de suite, il récupère son sang, les cellules souches, les nutriments. On voit d'ailleurs que pour traiter le leucémie, on peut garder, on dit le sang de cordon, en fait c'est le sang du bébé, pour soigner, parce qu'il y a des cellules souches, donc des cellules qui sont capables de recréer n'importe quelle partie du corps. Donc là, c'est intéressant pour ce bébé-là de lui laisser son sang, et avec tout son potentiel pour lui garantir une santé optimale dans sa vie sur Terre. Okay. Donc là, aujourd'hui, on laisse 3 à 5 minutes, c'est déjà ça. À domicile, dans certaines maisons de naissance, voilà, on peut laisser beaucoup plus longtemps. Il y a des couples qui vont attendre 2 heures avant de clamper. Donc le placenta a le temps de naître entre-temps et on n'a toujours pas coupé. Donc on voit même des photos avec le placenta, le cordon et le bébé. Il y a aussi l'option du placenta ou du bébé lotus. C'est-à-dire qu'on ne coupe jamais. Donc on transporte le bébé, qui en soi ne bouge pas trop à la naissance. La femme, l'idéal, c'est qu'elle reste allongée, qu'elle allaite tranquille, avec son bébé à côté, et qui est encore relié à son placenta. Donc le placenta, on en prend soin, on le conserve avec du sel, etc. On ne coupe jamais. Et on coupe pas. Mais est-ce que ça veut dire que naturellement il va se détacher, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Oui, parce que j'imaginais à l'âge de 5 ans, j'ai mon petit placenta avec moi. Regarde. Tu sais, à l'école, tu compares les baskets et tu compares les placentas. Et c'est ce qu'on voit chez les bébés singes. Des fois, on peut trouver des vidéos où ils commencent un peu à gambader avec leur placenta. Okay. Tu vois, c'est étonnant ça. Chez la plupart des mammifères, ils les mangeaient direct par la femelle. Okay. Donc pour tous les nutriments qu'il y a dedans, les cellules souches, le fer, pour se remettre de l'accouchement. Donc c'est un potentiel incroyable, ce placenta, qui est méconnu. Aussi le manger peut-être pour ne pas laisser de traces pour les prédateurs. Et aujourd'hui on se pose aussi, les couples peuvent se poser la question de quoi faire du placenta. Okay. Après l'accouchement, est-ce qu'ils veulent en manger un bout? Est-ce qu'ils veulent faire de l'homéopathie? Est-ce qu'ils veulent faire le planter et en faire des comprimés? Enfin, il y a beaucoup de tabous dessus. En tout cas, en France, il y a plein de choses qui sont interdites avec le placenta. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut avec le placenta. Ok. Il appartient, quand c'est un accouchement à l'hôpital, il appartient à l'hôpital. Ils en font quoi de ça après? Ils le brûlent dans les déchets, les dasseries, les déchets à risque de contamination. Okay. À une époque, les laboratoires pharmaceutiques prenaient les placentas pour en faire des crèmes anti-rides, notamment, parce que ultra puissant, ce placenta, c'est un potentiel incroyable. Il y a quelques livres sur le placenta, très très peu, parce que c'est vraiment peu connu. Il y a un en anglais sur le chakra oublié, je crois. Ok. On donnera les références de toute façon dans le podcast, mais le chakra oublié. Il y a une traduction là qui est en cours de celui-ci, un sur tout ce qu'on peut faire avec le placenta, les rituels du placenta, je crois, et puis un autre actuellement, c'est le placenta délivré,
qui est voilà un super condensé de toutes les informations qui existent sur le placenta. Et les femmes n'ont pas accès à ça dans les préparations à l'accouchement classique. On ne donne pas tout ça, on donne pas les infos pour être autonome et actrice de la naissance. On informe plus sur se laisser prendre en charge, être sage, voilà. On revient sage-femme, on revient à la souveraineté de la femme justement, d'être actrice de tout le processus, quoi. C'est ça. Et donc là, à la maison, on se pose toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait du cordon? À quel moment on le coupe? Qu'est-ce qu'on fait du placenta? Ok. Et si on le coupe pas, ça met combien de temps ça peut rester combien de temps? On parle de mois? On parle d'années? Non, c'est quelques jours. Ah, d'accord. Okay. Entre 3 jours et 9 jours, quoi. Ok, ça va. Moi, j'étais en train de m'imaginer déjà. Ok. En fait, le cordon sèche, il devient tout dur et noir et il tombe. Ouais, ok. C'est comme une espèce de croûte, quoi, finalement, qui est là et qui... C'est ça. Et après, il y a selon les spiritualités, selon les croyances qu'on veut y mettre, il y a la croyance que le placenta est un jumeau du bébé ou qu'une partie de son âme serait dedans, que le fait de ne pas couper permettrait à ce bébé d'être complètement incarné, d'avoir toute son âme. Et la théorie dit que on serait si matérialiste aujourd'hui parce que on nous a coupé de notre placenta trop tôt et qu'on cherche constamment à combler le vide. Il faudrait aller voir les moines et leur demander si on leur a coupé de placenta. Ok. Ok, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant et du coup, toujours pour être dans cette thématique, il n'y a pas de conditions finalement idéales d'accouchement. Finalement, ce que je comprends, c'est qu'il y a davantage une grosse préparation en amont. Après, il y a le jour J où on va laisser la femme disposer de tous ses moyens, de ce qu'elle dispose en elle. On va lui donner aucune règle. Vraiment, donc elle accouche et après, il y a l'après. Mais il n'y a pas de conditions idéales d'accouchement. Si il y a les conditions, il faut éteindre la lumière, il faut créer un petit cocon, etc. Mais la condition idéale, finalement, c'est la condition qui est propre à la femme, sa propre condition idéale. C'est ça. Là où la femme se sent en sécurité. Donc ça peut être une sécurité à l'hôpital, ça peut être dans une salle nature, ça peut être en maison de naissance, ça peut être à l'hôpital. Et ça, c'est propre à chaque femme. Et après, comme tu disais, le contexte de la pénombre, de la chaleur, tout ça c'est indispensable. Il y a des fois des salles nature où il fait 15 degrés, 20 degrés. Ah oui. C'est pas possible en fait. La femme, elle grelotte, comment elle peut sécréter toutes ses hormones et se détendre là-dedans. Donc oui, c'est indispensable vraiment cette notion de contexte. Ok. Mais à l'hôpital, elle n'a pas la capacité de choisir sa position. On peut agir sur le bruit, peut-être, sur la lumière, etc. Mais la position, elle aura toujours cette position fixe, classique, on va dire. Bah justement, c'est au couple de se positionner. D'accord. On a quand même aussi ce moyen de contrôle. On peut leur dire voilà comment on veut accoucher, quoi. Et de plus en plus de sages-femmes accueillent ces envies des couples, mais ça peut être très inconfortable pour elles puisqu'elles sont formées à l'accouchement sur le dos, et donc elles savent agir c'est toujours dans le cas où il y a un problème, elles savent agir comme ça, elles ont leurs repères. Qu'une femme à 4 pattes, du coup tous tes repères sont inversés. Ah oui. Et donc il y a juste ce côté-là qui fait peur, alors qu'en fait une femme, on lui dirait là ton bébé va vraiment pas bien, mets-toi sur le dos. Bien sûr qu'elle trouverait de l'énergie de se mettre sur le dos. On a toujours peur de perdre du temps et en fait ça peut tout à fait se faire, alors que justement plus on laisse une position naturelle à la femme, moins il y aura de problème en fait. Tu vois, des fois on parle de la dystocie des épaules. C'est le bébé sort sa tête et puis ça bloque au niveau des épaules. Et la position 4 pattes permet de résoudre ça dans 83% des cas. Oui. Mais à l'hôpital, du coup, au lieu de faire ça, on préfère faire les manœuvres où c'est le gynéco ou la sage-femme qui gère. Donc, de mettre une main dans le vagin, d'aller trouver le bras du bébé, lui faire une rotation. C'est technique, c'est périlleux, c'est douloureux pour la femme. S'il n'y a pas de péri, pour le bébé, ça a des conséquences aussi, d'aller lui tirer sur le bras et tout ça. Alors qu'on pourrait juste changer de position. Et c'est Jacqueline Lavillonnière qui dit que cette pathologie n'existe pas. Si on laisse les femmes accoucher dans la position qu'elles souhaitent, elles se mettent naturellement dans la bonne position. Et moi, c'est vrai que j'en ai pas vu à domicile, alors j'aurais plus tendance à croire Jacqueline qui a une expérience beaucoup plus large que la mienne. C'est assez fou. Wow, c'est incroyable.
Et du coup, ça peut ne pas être douloureux, un accouchement à domicile, s'il y a ce jeu des hormones et qu'on arrive à créer un cocon, ça peut être une expérience donc non douloureuse, en plus d'être formidable pour la femme. C'est ça. En fait, c'est distinguer la douleur de la souffrance. Et tu vois, il y a un côté très subjectif dessus. Il peut y avoir une intensité, et je parle jamais de douleur en fait, vraiment une intensité qui est là. L'utérus contracte fort, ce qui permet d'être dans un état de conscience modifié. Plus la femme est dans cet état-là, plus ça peut contracter, mais elle l'accepte, elle accueille, et il y a toutes les endorphines qui sont là pour lui faire changer d'état de conscience, pour accueillir cette intensité-là. Du coup, tout grimpe, tout est graduel. Tu vois, plus c'est intense, mais plus elle a aussi d'antidouleurs dans son corps. Donc en fait, elle sent pas plus que ça. Si elle est dans un contexte où elle se sent hyper sereine, qu'elle a confiance, que elle lâche prise, plus le corps est détendu sans peur, enfin le mental est sans peur, plus le corps est détendu. Et donc le but c'est d'avoir un corps tout souple, tout mou qui se laisse faire. Donc un mental, un esprit qui est apaisé aussi. Et à ce moment-là, ça peut être vécu intensément, mais sans douleur. Et j'ai beaucoup de femmes qui m'en parlent bah ouais, il y a juste les 10 minutes de la fin, waouh, là j'ai cru que j'allais mourir, mais c'est tout en fait, ça va, ça passe vite, et puis je suis trop contente de l'avoir fait, je me rends pas compte que je suis déjà, ça y est, c'est fait, il est déjà là dans mes bras, ou de me dire, des fois j'ai accompagné des femmes qui ont donné naissance en 2 heures ou 3 heures pour un premier bébé, qui ont des contractions qui commencent à arriver, mais elles se disent, voilà, ça va durer longtemps, attends, fais pas ta chochotte, là, tu crois que c'est intense, mais ça va être pire après, et qui s'attendent tellement à un truc intense, et qui sont prêtes à encaisser, quoi, tout ça, à accueillir chaque vague, à surfer dessus, sans résistance. Après, bébé est là, c'est, j'ai même pas vécu ma phase de désespérance, et la phase où j'ai envie de mourir, il est déjà là, et tout va bien. Et il y a aussi des accouchements orgasmiques. Donc, vu que l'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir aussi, et que c'est le même processus, c'est les mêmes organes, la femme peut avoir du plaisir en accouchant. Ah oui, ça c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà. Donc soit naturellement, ça vient dans un grand lâcher prise, soit ça peut être aussi en stimulant le clitoris, en stimulant les seins au cours de l'accouchement. Et se dire que c'est vraiment un acte sexuel en fait. Et beaucoup de femmes pour qui c'est tabou, quoi, je vais me masturber sur la tête de mon bébé, tu vois, c'est pas acceptable. Alors en fait, le couple peut vraiment être dans une intimité sensuelle, dans des massages, s'embrasser. D'ailleurs, plus ils s'embrassent, plus la bouche elle est détendue, plus le vagin, le col, la vulve est détendue. Au niveau ostéopathique, on voit vraiment le lien entre mâchoire et bassin, entre les lèvres du haut et les lèvres du bas. Donc tout ça, c'est très sexuel en fait. Ah, c'est donc, fou, si ça on l'accueille, les codes, ouais. voilà. Et c'est pas médical. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez fou que dans la loi française, l'accouchement est un acte médical qui doit être accompagné d'un professionnel de santé. Ça me semble complètement dingue. Ouais. On n'irait pas dire ça de la sexualité, quoi. Ok, c'est intéressant parce que ça bouleverse énormément de choses et de croyances. Après, je reviens quand même sur l'intensité. Il y a des femmes qui m'ont dit ouais, quand même, ça fait mal. Je pas non plus dire que c'est tout rose. Oui, que c'est tout rose, on a payé des bisounours, non. Voilà. Et mais en tout cas, c'est un accouchement en général plus rapide, bien vécu, puisqu'il est complètement vécu en autonomie, il n'est pas subi, c'est un choix conscient. Donc les femmes, même si certaines ont pu avoir mal et à un moment donné se dire mais je vais mourir, j'en peux plus, une fois qu'elles ont vécu cette initiation, elles sont tellement ravies, tellement en joie, elles se sentent puissantes. Du coup, il y a un impact dans la vie plus tard, mais aussi un impact dans le postpartum. Juste après, un bébé qui est beaucoup plus calme, qui est posé, qui est détendu. Il y a un allaitement qui va se mettre en place plus facilement, parce que bon, j'ai 100% d'allaitement dans les accouchements, voilà, 99,9% pour un accouchement à la maison. La femme, son corps se remet super vite et bien. Tu vois, tout le processus se fait naturellement derrière. Et on parle pas trop du postpartum. Il y a un peu ce tabou-là que tout de suite la vie revient comme avant, alors que pas du tout. Et il y a souvent des gros chamboulements physiques, émotionnels et tout ça. Et donc avec une naissance plus naturelle, en tout cas consciente, ça peut être une césarienne aussi, qui est choisie, qui est accueillie, le corps se remet vite, quoi. J'ai vu une femme après une césarienne qui était debout facilement, qui allaitait facilement, j'avais jamais vu ça. Ouais, c'est parce qu'on voit aussi. Mais parce que c'était complètement accueilli comme choix. Donc la conscientisation des choix.
Et généralement, les femmes qui accouchent naturellement, une fois qu'elles ont fait ça, pour toutes les autres grossesses, elles recommencent. Bah oui. Ouais. Alors là, quand c'est un choix, j'ai déjà entendu des femmes qui ont accouché sans péridurale, mais qui n'étaient pas trop préparées, pour qui c'était traumatisant, parce que peu accompagnées le jour J et peu préparées, et qui ont voulu une péridurale pour le deuxième. Voilà, j'ai quelques cas anecdotiques, je dois avoir peut-être deux femmes en tête là. Mais c'est vrai que une fois que les femmes ont vécu une naissance comme ça, c'est obligé qu'elles veulent revivre la même chose. Et puis des fois, c'est ah ouais, j'ai pas attrapé mon bébé, c'était la sage-femme. Alors moi, cette fois-ci, j'aimerais bien l'attraper moi. Ou l'autre fois, c'était mon mari. Bah là, j'aimerais que ce soit moi ou inversement. Ou se dire ah bah j'ai pas testé dans le bain cette fois-ci, j'aimerais ça. Voilà, c'est une expérience de plus. Ok. Très bien. Et d'un point de vue là, c'est on passe sur complètement autre chose, mais d'un point de vue financier et d'un point de vue prise en charge, comment ça se passe? Du coup, on paye la sage-femme, enfin, il y a pas de remboursement, j'imagine, c'est totalement déconnecté du système social. Alors, c'est pas reconnu par le système social, mais on peut quand même avoir une prise en charge. Alors, pour les suivis médicaux de grossesse, la préparation à la naissance, les consultations, l'entretien prénatal, les visites après la naissance, ce sont des actes qui peuvent être remboursés par la sécurité sociale. Il y a souvent un dépassement d'honoraires des sages-femmes parce que c'est vraiment une compétence particulière. Donc, pour l'accouchement, comme en maison de naissance ou en plateau technique, il y a un dépassement parce que le couple doit payer l'astreinte de la sage-femme, c'est-à-dire sa disponibilité H24 pendant 5 semaines, de 37 semaines d'aménorrhée à 41 semaines d'aménorrhée et quelques jours selon les sages-femmes si elles sont OK pour accompagner un petit peu au-delà du terme ou pas. Et c'est le plus fatigant pour les sages-femmes d'avoir cette disponibilité tout le temps, de se dire je peux pas aller en randonnée, je peux pas éteindre mon téléphone, je peux pas boire trop, je peux pas pendant 5 faire semaines. des insomnies. Il faut que j'ai un rythme de vie qui soit sain. Et donc si on accompagne rien qu'une femme par mois, tout le temps on est d'astreinte, tu vois. Oui, ce que j'allais te dire, c'est qu'une fois que la sage-femme s'engage, elle peut pas s'occuper d'autres personnes à la fois. Elle est vraiment en exclusivité pour toi. Alors moi, j'ai accompagné, la plupart des sages-femmes accompagnent plusieurs couples en même temps. C'est-à-dire que sur un mois, ça peut être accompagner 3 couples. Okay. Il y a des sages-femmes qui arrivent à en accompagner 10. Moi, c'est des warriors pour moi. Ouais. Je ne pourrais pas. Mais voilà, quitte à se dire t'es d'astreinte, autant l'être pour plusieurs femmes. Okay. En espérant qu'elles accouchent pas le même jour. Mais a priori, ça serait fou, ça. Les choses sont bien faites. Donc il y a un dépassement de payer l'astreinte de la sage-femme et puis cette responsabilité, le fait que ce soit peu reconnu, on porte beaucoup sur nos épaules. J'ai les trapèzes très tendus de cette responsabilité-là et on peut pas trop le comprendre tant qu'on le vit pas. C'est tellement particulier de se dire que le couple met beaucoup d'attentes sur nous aussi. Que s'il y a un problème, c'est à nous de gérer. Donc moi, j'aimerais vraiment remettre la responsabilité aussi chez le couple, que c'est son choix, que c'est eux qui sont acteurs, pour qu'on partage la responsabilité. Et ça change aussi de ce truc de on se laisse prendre en charge, et puis s'il y a un problème, on va porter plainte contre la sage-femme parce que ou contre le gynéco ou contre le médecin, dans n'importe quelle voie dans la santé, il y a un problème, ça a échoué, donc forcément c'est la faute de quelqu'un. Là, dans l'accouchement à la maison, on en revient un peu plus à quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de plus grand que soi, et c'est un peu la vie qui a voulu qu'on expérimente ça ou ça. Alors chacun mettra ses propres croyances, mais ça permet de s'en remettre à plus grand que soi, et sans chercher forcément un coupable. C'est une autre c'est un autre état d'esprit, c'est une autre philosophie, aussi, ouais. Tout à fait, ok. Ok, c'est clair. Et comment ça se passe un accompagnement avec toi, par exemple, de manière générale, avec, je veux dire, tiens, demain on prend la décision de vouloir accoucher à domicile. Naturellement, on s'y connaît pas du tout, on n'a aucune idée. On sait juste que peut-être c'est bien. On prend contact avec toi, par exemple, ou avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est quoi le processus? On se voit toutes les semaines, tous les mois, on pose des questions, on déconstruit les croyances limitantes, on voit c'est quoi les peurs, etc. jusqu'au jour J. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce processus? Alors aujourd'hui, moi, j'accompagne plus au niveau médical, mais en effet, quand on cherche une sage-femme,
il y a souvent des réseaux via Facebook ou via les doulas ou sur le site de l'APAD, les sages-femmes qui accompagnent les naissances à domicile qui sont référencées. Ou sur le site de l'ANSFL, des sages-femmes libérales. Okay. Donc on peut contacter cette sage-femme le plus tôt possible durant la grossesse pour être sûr qu'elle soit là le jour J, puisqu'elle peut avoir décidé de prendre ses vacances, elle peut avoir déjà plein de couples qui ont demandé, et du coup, si on se préoccupe de ça 3 mois avant la naissance, on n'a plus de place. Ouais. Il y a cette réalité où on est très très demandé et on peut pas répondre à la demande de tout le monde, malheureusement. Il n'y a pas assez de sages-femmes, on est entre 50 et 100. Chaque année, ça varie en France, donc c'est rien du tout. Wow. Ah oui, effectivement. Et là, pour 3000 naissances dans l'année pour celles qui sont référencées, puisqu'il y a aussi des sages-femmes qui ne se référencent pas ou des accouchements qui sont de manière en autonomie. C'est des accouchements non assistés. Donc, du coup, ceux-là ne sont pas forcément référencés non plus. Et puis, la sage-femme va faire le suivi médical tous les mois, l'entretien prénatal au 4e mois, et puis toutes les préparations à la naissance. Donc le suivi global, elle fait tout de A à Z, elle est là le jour J, elle est là pour les visites après l'accouchement, la rééducation du périnée. Et pour tout ce qui est peur, etc., ou tout ce qui est justement, tu disais là, tout ce qui est souveraineté, etc., elle fait aussi ça, ou il faut aller voir quelqu'un d'autre? Parce que toi, tu fais plus d'accompagnement médical, mais tu es plus dans une approche, on va dire, comment tu définirais du coup un accompagnement pré-grossesse, et après tu laisses le rôle à la sage-femme de... Alors ça dépend de la sage-femme, parce que moi je prenais 1 heure par rendez-vous pour travailler sur l'histoire du couple, sur leur peur, sur ce qui est là dans l'instant, sur libérer le corps des douleurs, ramener de la conscience dans le corps. Il y a des sages-femmes qui vont faire des rendez-vous plus courts, faire du médical seulement, et puis pendant la préparation à la naissance, là se consacrer un peu plus sur donner les informations, sur travailler sur les peurs. Et malheureusement, accouchement à la maison ne garantit pas l'accouchement en autonomie. Moi ce qui me parle le plus, c'est que le couple puisse être acteur, autonome, et malheureusement, dans certaines vidéos d'accouchement à la maison ou en parlant avec des couples qui ont été avec d'autres sages-femmes, en fait, il peut y avoir une médicalisation même à la maison. Ou en tout cas, pas laisser le libre choix à la femme. Il y a des accouchements sur le dos où les sages-femmes demandent de pousser. En fait, elles ont gardé le côté quand même très médical, très hospitalier, et l'ont ramené à la maison, quoi. C'est pas du tout la philosophie que tu parles depuis tout à l'heure, quoi. Voilà. Après, moi, dans les retours que j'ai pu avoir, c'était que de moi se dégageait une douceur, et d'autres sages-femmes vont être un peu plus peut-être un peu plus rudes, et donc c'est intéressant de voir. Ouais, je t'accouche ou quoi? Il y a tellement de sages-femmes qu'on peut trouver la sage-femme qui nous correspond mieux, l'approche qui nous correspond le mieux, et donc on peut aussi compléter l'approche de cette sage-femme avec de l'hypnose, de la sophrologie, du yoga prénatal, du chant prénatal, des thérapies énergétiques, des thérapies émotionnelles, voilà, tout ce qui parle à la femme pour travailler sur elle-même, se libérer, être plus consciente, et pour pouvoir se laisser faire le jour J par son processus. Ok, donc elle doit prendre plusieurs briques de Lego et se composer son propre programme, quoi. Parce que la sage-femme ne pourra pas tout faire, ou en tout cas la personne qui va s'occuper de l'accouchement à domicile ou de façon naturelle. Ouais, ça dépend, voilà, du couple. Si une femme a l'habitude de déjà faire du yoga, elle va continuer, puis aller creuser un peu plus sur le côté yoga prénatal. Et puis des fois, il va y avoir la découverte de d'autres outils, ou ça peut être aussi une femme qui n'avait absolument rien fait sur elle, pas du tout de conscience de ce qu'elle vivait. Puis la grossesse, d'un coup, c'est le révélateur, et puis elle va se mettre à découvrir des thérapies différentes. Et c'est là où je dis que c'est holistique, dans le sens c'est global. On va toucher à plein d'éléments en même temps, sur le physique, sur le corps, sur l'émotionnel, voire sur le spirituel. Ok. Donc à la question de comment on choisit une bonne personne qui nous accompagne, il faut qu'on ait un feeling avec cette personne-là, et puis qu'elle soit ok avec notre philosophie. Par exemple, si on veut dire on veut accoucher en toute autonomie, il faut arriver à trouver la personne qui fasse ça et qui soit d'accord avec ça. C'est ça, donc ça permet déjà de définir son projet, qu'est-ce qui est important, s'être renseigné, et puis la sage-femme permet aussi de se renseigner, de donner des références pour se documenter, et le feeling c'est indispensable.
c'est tellement un moment intime qu'il faut se sentir à l'aise avec la personne qui est là le jour J. Ouais, bien sûr, ouais. Devant qui on peut se mettre nu, on peut se montrer dans toute sa vulnérabilité. Et c'est là où c'est pas évident, parce que si t'as qu'une seule sage-femme dans ta région, bah, c'est elle ou rien. Ouais. Enfin, ou rien. Ou un accouchement à l'hôpital, par exemple. Ouais. Est-ce que selon toi, toute femme est capable de faire ça? D'entreprendre ce travail d'accouchement naturel et en toute autonomie, où il y a quand même... Alors, je suis convaincue que toutes les femmes ont en elles le potentiel de donner naissance, naturellement. Et ça ne parle pas à tout le monde aujourd'hui. Oui, peut-être à certains stades de la vie. Voilà, selon le contexte de vie, selon la conscience qu'on a mise sur sa vie, les choix qu'on fait dans notre santé en général, dans notre alimentation. Ben voilà, l'accouchement à la maison se pose pas... ce choix-là ne se pose pas pour tout le monde. Donc, par manque d'informations déjà, et parce que s'il y a des peurs et qu'on se sent en sécurité à l'hôpital, vaut mieux rester à l'hôpital. Voilà. Ok, très clair. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. On vient justement, on parlait tout au début, tu parlais de naissance slow. Est-ce que finalement, une naissance slow, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est prendre le temps d'accoucher de sa propre façon, en toute autonomie, en toute souveraineté? Est-ce que finalement on peut résumer ça dedans, ou c'est pas du tout ça? C'est ça, t'as super bien résumé. Donc voilà, c'était la naissance slow. Voilà, dans le sens de laisser faire le rythme naturel, de pas chercher à accélérer, d'accueillir. Des fois il y a des pauses, on comprend pas, et puis en fait si, il y avait un blocage émotionnel et la femme elle a libéré, elle a pleuré la peur de telle chose ou telle émotion, et puis pouf, l'accouchement repart, les contractions reviennent, et voilà, on peut se laisser le temps, et pour ça c'est connaître la femme. Donc avoir un suivi global par une seule et même personne. Voilà, laisser le temps au bébé de naître, l'accueillir dans le plus de douceur possible pour son développement personnel plus tard, pour une humanité plus douce. Si déjà on se trimballe pas les casseroles de la naissance, d'une naissance traumatisante, c'est quand même plus léger, j'ai l'impression. Il y a des gros traumatismes pour les enfants. Est-ce qu'on arrive à voir, ou c'est juste de l'intuition, des différences de comportement dans les enfants qui ont accouché de façon naturelle ou à l'hôpital, ou dans des conditions vraiment très stressantes? Oui, alors déjà au niveau ostéopathique, on peut le voir, il peut y avoir des traumas dans le corps, des choses à libérer, un bébé qui est né avec des spatules ou forceps ou ventouses, va avoir une mémoire au niveau du crâne, peut avoir un bleu, peut avoir des os qui se chevauchent. Donc voilà, un traitement derrière ostéopathique va être nécessaire. On le voit dans cet impact-là. Dans le calme, je vois des bébés à la maison, ils sont beaucoup plus tranquilles, un allaitement qui est fluide, qui se met en place facilement, des bébés... Après voilà, selon ce qu'ils ont à vivre, ça peut être un bébé qui, malgré une naissance très douce, douce, intense, mais qui est naturelle, va avoir un fort besoin de contact, d'être porté, d'être assuré, de téter. Voilà, ça c'est sa personnalité, c'est aussi l'histoire du couple et tout l'émotionnel tout ce qui se joue dans cette nouvelle famille, qui va avoir un impact au-delà de la naissance. Mais pour moi, rien à voir. Surtout, c'est les couples qui se comportent différemment. Quand un accouchement a été, alors pas forcément que à la maison, mais en tout cas a été choisi, a été conscient, a été réfléchi, et où les gens ont été acteurs, ils arrivent à trouver des solutions pour leur bébé après. Là, je sais pas, il est pas bien, il a mal au ventre, peut-être que je vais faire ça, je vais appeler l'ostéo, je vais décider de le masser, tac, j'ai observé que quand j'allaite comme ça, ça fait telle réaction chez mon bébé, alors que comme ça, c'est mieux. Voilà, elles vont trouver, les femmes, les solutions, le couple va être globalement plus soutenant, plus soudé, alors pas forcément, mais globalement c'est ce que j'observe. Et qu'un couple qui sort de la maternité, alors, le fait de sortir de la maternité, d'arriver chez soi, déjà ça crée aussi un changement et un chamboulement, alors que quand il est à la maison, il est là, il fait partie de la vie. Après, c'est bon. Okay. Et du coup, leur comportement va être plus différent. Ils ont plus besoin, je trouve, d'être assistés, comme si il y a une infantilisation à l'hôpital. Pardon. Merci, désolé. Il y a une infantilisation à l'hôpital, et donc en postpartum, il y a des couples qui peuvent se retrouver perdus,
et avoir encore besoin de beaucoup de conseils, qu'on leur dise quoi faire, comment faire, parce qu'ils se sentent perdus. Et là, moi, je vois, pour l'allaitement, je donne pas de cours d'allaitement, de position, de tout ça. Par contre, je travaille sur le rapport à leur sein, sur qu'est-ce que leur évoque l'allaitement, quelles sont les peurs, et puis donner des petites astuces simples pour qu'elles puissent gérer elles-mêmes. Si à 3h du mat, il y a une grosse montée de lait, elle sait quoi faire. Elle a déjà les infos en amont, et du coup, une femme qui sort de l'hôpital, qui se fait un engorgement et qui avait aucune information, elle se retrouve en panique, et la panique crée encore plus l'engorgement. Ouais, c'est cercle vicieux, quoi. Donc, je vois plus le côté besoin d'être assisté quand il n'y a pas eu une prise de son propre pouvoir durant la grossesse et l'accouchement. Bien ça. Ok. Ultra intéressant, c'est passionnant. Ok. Super, Alexandra. Je pense qu'on a fait un beau petit tour. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que tu aurais aimé aborder, ou un petit truc que tu aurais envie de dire que tu n'as pas dit ou... Je pense qu'on a fait un bon tour de la situation. Ouais, je pense qu'on a fait un bon petit tour. C'était ultra intéressant. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup appris et ça ouvre de nouvelles perspectives. C'est ce que je voulais en fait en faisant cet épisode, c'est voir d'autres alternatives, ouvrir un peu l'esprit sur certaines choses et j'espère en tout cas que pour les auditeurs qui vont nous écouter, en tout cas les auditrices particulièrement, que ça va leur amener à peut-être se poser plus de questions, à se renseigner plus sur certaines choses et à explorer d'autres choses et en tout cas avoir ça à l'esprit. Donc pour moi, le job, il est fait. Je trouve que c'est très intéressant. Merci en tout cas encore une fois. Merci à toi. Et je vais terminer avec 2-3 questions, si tu veux bien. La première question, c'est si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage qui pourrait être vu par tout le monde, tu mettrais quoi comme message dessus? Je te prends un peu au dépourvu, si t'as pas. Faites-vous confiance, tout est déjà là. Ok, très bien, merci. Et si tu avais un conseil à donner justement aux futures mamans, quel serait ce conseil ou ces conseils? De beaucoup se renseigner pour pouvoir faire des choix en conscience. D'être informé sur tout ce qui existe, les différentes options, pour choisir celle qui ressemble le mieux à ce couple. Trouver les professionnels qui vont dans la même démarche. Et être le plus clairvoyante sur ses propres peurs, sur son histoire, son propre rapport à son corps, pour le jour J être le plus détendue, le plus confiante possible. Être vraiment dans une démarche proactive finalement. Voilà. Qui est totalement, qui est finalement l'opposé de la majorité des cas actuels où on a la grossesse, on accouche, hop, et c'est reparti, et on reprend une vie normale, quoi. Et on le voit dans notre système médical, on nous dit de prendre en charge les patients. Non, je suis pas d'accord avec le prendre en charge, en fait. C'est accompagner, proposer différentes alternatives, et puis le patient va choisir ce qui est le plus juste pour lui, dans la santé en général. L'accompagnement et laisser le libre arbitre à la personne de choisir. J'aime beaucoup, j'aime bien. c'est super important, et c'est vrai que tant qu'on n'aborde pas ça ou qu'on ne le dit pas, c'est pas quelque chose qui est évident et qui est naturel finalement. D'où l'importance de l'éducation, d'où l'importance du travail que tu fais aussi. Et de toutes les femmes qui partagent la même philosophie que toi, donc félicitations et merci pour tout ça. Est-ce que tu as des ressources à recommander? On en a dit 2-3 là dans l'épisode, mais est-ce que tu as d'autres ressources ou tu as des... Alors, vous venez de manquer Alexandra qui a failli de tomber parce qu'il y a un petit chat qui est juste à côté qui fait le warrior. Je sais pas, ça fait partie des conditions du live. Du coup, au niveau des ressources à conseiller, peut-être des films, j'en sais rien, des livres, des personnes à suivre. Alors, il y a déjà le site de l'APAD pour avoir le côté très cartésien des chiffres. APAAD. Voilà. Les livres de Maïti Trelaoun sur se préparer en couple à l'accouchement, sur j'accouche bientôt, que faire de la douleur. Celui-ci, c'est l'indispensable, je trouve. Okay. Il y a celui sur la naissance orgasmique. Il y a un film dessus qu'on peut trouver aussi sur Internet.
Et il y a de plus en plus de films aujourd'hui. Le film Faut pas pousser, le premier cri, Enchantement. Enfin, vraiment, j'en oublie en fait. Il y en a vraiment beaucoup, mais si on commence à chercher naissance naturelle, naissance physiologique, naissance à la maison, on tombe sur plein de réseaux avec plein d'informations en fait. Okay. L'information est vraiment accessible. Il y a la BD aussi de Lucille Gomez sur les 3 tomes sur une BD pour la naissance, pour expliquer simplement et de façon ludique. Il y a des livres pour les enfants pour expliquer aussi comment se passe la naissance. Est-ce que, petite parenthèse par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses si y a des frères et sœurs qui participent à l'accouchement? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, qui peut se concevoir? Enfin... C'est très fréquent en fait. Ça dépend du couple en fait. Okay. Comment la femme elle arrive à lâcher prise. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir justement ses enfants ou son premier enfant sur place, ou au contraire elle a peur que cet enfant s'inquiète trop pour elle ou la sollicite trop, ou que le père soit disponible pour l'enfant et du coup peu pour elle. C'est là où d'avoir une doula ou d'avoir une sœur, une mère qui peut être soit dans la même maison, soit qui vient chercher l'enfant. Okay. Peut être une bonne alternative. En tout cas, d'avoir quelqu'un qui peut gérer un plan B. Si jamais on pensait que oui, et puis finalement on se sent pas à l'aise. Ok, c'est clair. Mais d'informer en tout cas les enfants, les prévenir de comment ça se passe, que maman va faire le lion, maman elle va crier peut-être. Voilà. Puis s'ils voient que autour les gens sont zen, la sage-femme, le père est zen, les enfants ils sont zen en fait. Dans mon expérience. C'est pas mimétisme, ouais. Ok. Ok, super. De toute façon, je vais noter tout ça dans la description de l'épisode, et si t'as d'autres choses qui tu penses en tête, tu m'enverras et je les rajouterai. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part, Alexandra? Est-ce qu'on peut te contacter sur Naissance sur Naissance Slow sur Facebook et Instagram, et un site en devenir pour voir les activités que je vais proposer. Voilà, là je suis en hibernation, en création de ces nouveaux projets. Ok, donc dans tous les cas, on peut te contacter librement, te poser des questions et éventuellement aussi se faire accompagner aussi dans une certaine mesure avec toi. C'est ça. Ok, cool. Bah écoute, merci beaucoup Alexandra. J'étais vraiment ravi d'avoir fait cet épisode, et puis on a abordé quelque chose d'assez important, je pense. J'espère que ça va plaire aux auditeurs, aux auditrices. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Je vais en sortir... Je dormirai moins bête ce soir. Et puis, écoute, au plaisir de te revoir et d'échanger avec toi sur d'autres thématiques qui découlent de tout ça. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Alexandra. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.